vais me retrouver au départ dans des plus durs rallyes d'Europe. L'enfer, regardez-moi ça. Fin 2024, je me retrouve à Itea en Grèce pour participer au Hellas Rally Raid. Mais comment j'en suis arrivé à me retrouver au départ d'un des rally raids les plus durs d'Europe? On va revenir un petit peu en arrière pour essayer de comprendre. La Transpyrénéenne effectuée avec mon père a été une vraie révélation. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je mets un lien juste ici. La liberté, le voyage, la découverte et les moments de partage incroyables et uniques vécus ensemble ont fait de ce voyage un moment inoubliable et gravé à jamais. Avant le départ, je n'avais pas beaucoup d'expérience en tout terrain. Mais ce voyage m'a clairement ouvert les yeux sur le fait que j'adorais ça et que je voulais pousser l'expérience encore un peu plus loin. Donc quelques mois après, la décision était prise. Nous allions organiser un nouveau voyage. Mais de quel type? Sous quel format? À quel endroit? Plusieurs questions commençaient à émerger. La première était une Transalp, mais une vraie Transalp, pas la Transalp française que l'on voit souvent dans les vidéos. La nôtre prévoyait de partir de la Méditerranée jusqu'à l'autre bout des Alpes en Autriche. Une autre option est vite arrivée, c'était de participer à la Gibraltar Race, une course de plus de 5000 km sur 2 semaines, faisant le tour de l'Espagne en passant par le Portugal. Après quelques temps de réflexion, notre décision était prise. Nous allions nous inscrire à la Gibraltar Race. Moi en tant que concurrent et mon père à l'assistance. Mais la Transalp reste dans un coin de notre tête et ce n'est pas un projet abandonné. Mais qu'est-ce qui nous a fait prendre cette décision? Pour mon père, sans doute la nostalgie de ces années passées sur les paddocks des circuits. Et le fait de pouvoir faire de multiples rencontres avec les pilotes et leur team. Pour moi, c'était clairement le défi que cette course pouvait offrir. Plus de 5000 km en 12 jours, c'est quand même pas rien. Et je ressentais aussi l'envie de rouler à plusieurs. Non pas que je n'aime pas rouler seul, mais l'envie de partager, le roulage était présent. L'objectif était simple, je voulais juste finir la course. Mais l'esprit de compétition que nous avons avec notre père n'allait-il pas prendre le dessus? Cela faisait 6 ans que j'avais arrêté les compétitions professionnelles de roller, et cet état d'esprit devait donc être derrière moi. Tout du moins, c'est ce que je croyais. Dans les quelques mois avant la course, nous avons préparé au mieux la moto et fait une grosse révision préventive. Puis, de mon côté, les doutes ont commencé à s'installer. Avais-je le niveau nécessaire? La technique nécessaire? Ma forme physique était-elle suffisante? Arriverais-je à finir cette course? Tant de questions où je n'avais pas les réponses. Mais ces questions étaient bien légitimes, car la course ne s'est pas du tout passée comme prévu. C'est donc de cette façon que l'on s'est retrouvé le 18 juin 2023 à San Sebastián pour les contrôles techniques et administratifs de la Gibraltar Race. Coucou. Yes. Y es su riqueza. Aquella puerta que abrí yo aquel día, yo la agarraba diciendo no con mucha pena. Cuando pienso en lo que era, me había olvidado de mí de esta manera. Il faut que je vous explique rapidement comment fonctionne cette course. Chaque matin, 10 minutes avant le départ, on reçoit une trace GPX se composant de liaisons et de spéciales chronométrées. Dès le début de chaque spéciale, la trace GPX disparaît. Et il ne reste plus que des waypoints indiqués sur la carte qu'il faut tous rejoindre dans le bon ordre. Ce qui m'a aussi fait m'inscrire à cette course, c'est que ce n'est pas une course de vitesse, mais une course de régularité. C'est-à-dire que dans chaque spéciale, nous avons un temps précis pour réaliser cette dernière. Et si nous arrivons une seconde avant ou une seconde après, eh bien, nous avons un point de pénalité. Le gagnant est donc celui qui aura le moins de points à l'arrivée de la course. Les temps imposés pour finir les spéciales étaient assez différents. Des fois, j'arrivais 500 mètres avant l'arrivée avec 10 minutes d'avance, et des fois, même en roulant avec un rythme peu avouable pour mon niveau, j'arrivais en retard à l'arrivée de la spéciale. Dès le lendemain matin, le départ a été lancé. Et il faut dire que j'ai vite compris que ça n'allait pas être une balade de santé. Un petit sourire, mon fils. J'ose pas te parler parce que je sais que je vais me faire envoyer chier dans 30 secondes. Mais non. Tellement t'as le stress. Non, ça va. Je te comprends. Je vais même pas le dire à ta mère d'ailleurs quand t'as le stress. Je t'envoie le... Yes. Merci.
m'en mettre une dans la plaque là. Hein. Putain, ça m'énerve. Tú que me llamas morena, trátame bien, así tú me decidas. Ah, c'est beau, hein. Yes mec, salut. Ouais, tout à l'heure. L'enfer, regardez-moi ça. Hey. Ah, merci bien. Je crois que je vais abandonner la première journée. Hein. Franchement, j'en peux plus. Ça fait 9h10 que je suis sur la moto. Il pleut, mais des cordes et des cordes et des cordes. Je suis trempé de la tête aux pieds. Mon masque, je vois plus rien du tout avec. Je peux pas le mettre, donc je suis obligé de rouler sans masque. Je roule sans masque, mais il pleut. Donc je peux pas rouler vite. Ça fait mal. Ah là là là, ça fait mal. J'arrive même pas à voir. Je peux même pas voir. L'enfer, l'enfer. Première journée, mais l'enfer. Je sais vraiment pas ce que je fous là. Franchement, je sais pas ce que je fous là. Ouah, ça caillasse. Oh putain. No way. Putain, je suis dégoûté. J'ai perdu l'ensemble de ma sacoche. J'ai tout perdu. Elle est morte. Putain, fais chier. Ah, je suis dégoûté. Cette première journée a clairement été la pire journée que j'ai pu vivre à moto. Et peut-être même l'une des pires journées de ma vie. J'ai vécu l'enfer. Je n'ai finalement pas abandonné. Et j'ai roulé plus de 12 heures pour effectuer les 477 km de la trace. Dans une météo juste exécrable, mélangeant orage, tempête de grêle et averse d'une rare violence. Le soir, je me suis réellement demandé ce que je faisais là. Ça a été hyper compliqué, autant physiquement que mentalement. J'étais totalement vidé. Vers 23 h, nous avons reçu les résultats du jour. Et j'ai remarqué que la moitié des concurrents n'avaient pas fini la trace et étaient rentrés par la route. Je me suis donc retrouvé 15e sur 35 après le premier jour. Et j'avoue que cette information m'a un peu réconforté. Je n'étais pas le seul à en avoir bavé. Les journées suivantes étaient également dures et très longues, rarement moins de 9 heures par jour sur la moto, avec une seule pause d'à peine 15 minutes. Mais les conditions météorologiques correctes faisaient que c'était largement plus abordable. Le deuxième jour, je finis 5e du classement général. Le troisième jour également, à seulement 7 points du premier. J'ai donc commencé à croire qu'il était possible de faire un résultat à la fin de cette course. Et je pense que c'est clairement cet objectif, remplaçant celui de juste finir la course, qui m'a posé problème par la suite. Ce foutu esprit de compétition était finalement toujours présent. Et il est venu compliquer les choses pour la suite de la course. Hop là. Ça y est, Ouais, mieux qu'hier. largement. Hein. 9h27 de conduite. Ouais. Pas mal quand même. Ah. T'as réussi les spéciales? La première, j'ai dépassé de... entre 3 et 5 minutes, je me rappelle plus. Ah merde. Elle était dure. Ouais. La deuxième, je suis pile dans le temps. La troisième, je suis pile dans le temps. La cinquième, je suis pile dans le temps. La quatrième, j'ai oublié de déclencher le chrono. Et je pense que je suis passé un peu trop vite. Enfin, avant le temps indiqué. Ouais, bon bah tu mais verras bon, bien. à 1 minute, Ouais. je pense que j'ai fait une bonne journée. Bon bah c'est cool. Techos al aire, tocando la arena, cantando las islas de La Habana. Ay, 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 ay,
Bon bah voilà, troisième jour, un pneu, vraiment trop plat, usé, au bout du troisième jour de course. Regardez les crampons, c'est plat, il n'y a plus rien. Et demain, il y a une grosse journée dans les cailloux, il vaut mieux changer le pneu. Le 6e jour, juste avant la journée de repos, lors de la dernière spéciale du jour, j'ai mal tracé ma spéciale. Et je me suis retrouvé après une énorme descente face à une montée infernale. Je me suis planté plusieurs fois et juste avant la fin de la montée, je me suis retrouvé bloqué avec l'impossibilité de repartir. Je pensais qu'à une seule chose, c'est le chrono qui tournait. J'ai donc couché la moto pour lui faire demi-tour, puis je l'ai relevé pour attaquer la descente. La descente était tellement raide que j'ai fait tomber la moto à nouveau plusieurs fois. Tu vas aller où? Tu aurais dû t'arrêter là, tu repars de là. Arrivé dans la cuvette, en bas de la descente, je regarde rapidement mon GPS et crois apercevoir un petit chemin pouvant retrouver la bonne trace. Et finalement, pas du tout. Je me retrouve bloqué en pleine forêt et essaye de faire demi-tour. Mais impossible. Je fais tomber la moto encore 3 fois. Et après l'avoir relevée 7 fois sous 40 degrés, je m'effondre totalement. À bout de force, je tombe en sanglots. Il m'aura fallu pas moins de 30 minutes pour retrouver mes esprits. Puis, avec l'aide de Sangle et de 2 autres pilotes également coincés dans la montée, nous avons difficilement réussi à ressortir la moto. Je ne voulais plus repartir et appeler l'assistance, car je n'avais plus aucune force et me sentais incapable de réessayer la montée. 20 minutes plus tard, je me décide à réessayer la montée par laquelle j'étais arrivé. Et cette fois-ci, ça passe. Je perds plus d'1 heure dans cette histoire, juste parce que j'étais pressé et je ne voulais pas perdre de temps à la base. Mais au final, si j'avais pris juste 5 minutes pour analyser la situation et me reposer un peu, j'aurais pu repartir sans problème. Car oui, la montée était très technique, mais pas non plus insurmontable. Ça me servira de leçon. Après une journée de repos bien méritée à Malaga, je suis reparti pour la 2e semaine. Ce jour 7 de course était composé de 4 spéciales. Les 3 premières se sont passées à la perfection, je suis arrivé pile dans les temps. Mais il ne fallait pas traîner, car j'avais très peu de marge à l'arrivée. J'attaque donc la 4e et dernière spéciale du jour avec une seule idée en tête. Arriver pile à temps pour faire une journée parfaite et faire un bon classement. Après quelques alertes, où je ne suis pas loin de chuter, je continue à accélérer. Et ce qui devait arriver, arriva. Vers la moitié de la spéciale, je sors d'un virage avec du gros gaz et perds le contrôle de la moto. Je me retrouve sur le bas-côté et tape un énorme rocher dans le sabot moteur. Expulsé par l'avant, mon pantalon se coince sur la moto. Je me retrouve donc les jambes en l'air et la tête sous la moto, qui était entièrement en train de se vider de son essence. Après quelques secondes de lutte, qui m'ont paru une éternité, je réussis finalement à m'extirper. Choqué, je me pose 2 minutes et fais un rapide constat. Corporellement, je n'ai rien. Par contre, la moto, elle ne pourra pas repartir. J'appelle donc l'assistance. En les attendant, je me rends vite compte qu'il ne sera pas possible de repartir les prochains jours. Il y a trop de dégâts sur la moto. Et je n'ai pas les pièces nécessaires pour réparer. Je vais donc devoir abandonner la course. Mais sur le coup, je ne suis même pas déçu. Je pense que je me suis fait une telle frayeur que l'abandon passe en second plan. La course était donc finie. Mais nous l'avons tout de même suivi jusqu'à son arrivée à San Sebastián. Ay, Señor, qué viendo está lo que mi engaño no advierte. Pues ten cuidado con él. Si con él he de ofenderte. Alors, quel constat tirer de cette course? Avant tout, c'était un moment de rencontre et de partage incroyable. On a passé des moments extraordinaires. Ensuite, côté matériel, pas mal de choses qui n'étaient pas optimisées. Les pneus étaient des 50-50 et je n'avais aucun grip avec. Je perdais sans cesse l'avant et l'arrière. Putain, je dois m'en coller une à chaque fois là, j'ai aucun grip, c'est horrible. Pneus de
merde. La moto, qui est trop lourde, est trop épuisante à emmener, et surtout à relever en cas de chute. Puis mon état d'esprit et ma façon d'aborder la course n'étaient clairement pas bons. J'ai été habitué pendant mon passé professionnel à tout donner pendant les compétitions. Mais en roller, on a 2 runs de 50 secondes, et pas 14 jours de course. C'était ma première compétition d'endurance et j'aurais clairement dû aborder les choses d'une autre manière. Mais ce qui en ressort le plus, c'est que maintenant j'ai compris et surtout j'ai énormément appris. Je voulais initialement sortir une série de vidéos comme pour la Transpyrénéenne, mais il était clairement impossible d'avoir du temps pour filmer, mis à part allumer la GoPro sur le casque. Bizarrement, quelques semaines après, même avec les moments très difficiles que j'ai pu vivre sur cette course, je n'avais qu'une envie, c'était de repartir. Nous avons donc réparé la moto avec mon père et je l'ai ensuite vendue. Puis j'ai racheté la moto d'Arnaud, une Husqvarna 701 hyper optimisée pour les rallyes, avec laquelle il a fini 3e de la Gibraltar Race. J'y ai fait quelques modifications pour la mettre à mon goût. D'ailleurs, si vous souhaitez une présentation complète de la moto, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il fallait donc trouver un nouveau projet. Ce que j'ai préféré lors de la Gibraltar Race, c'était de loin la navigation. Et la lecture de roadbook m'attirait énormément. Donc cette envie de navigation, cumulée à mon envie de vengeance, m'ont fait me diriger vers un rallye raid. Je voulais faire un premier rallye raid simple et court pour ne pas revivre le calvaire de la Gibraltar. J'avais donc misé sur le Swank Rally di Sardegna. Mais les obligations personnelles ne collaient pas avec les dates de cet événement. J'ai donc cherché d'autres options. Et la seule qui collait était le Hellas Rally Raid. Je me suis donc inscrit, et encore une fois, les doutes se sont vite installés. Je voulais un rallye simple, et je vais me retrouver au départ d'un des plus durs rallyes d'Europe, faisant partie du championnat d'Europe. Pourquoi avais-je fait ce choix? Les mêmes questions d'avant la Gibraltar étaient toujours présentes. J'avais à peine roulé 500 km entre la Gibraltar et le départ du Hellas. Mais une chose était clairement différente cette fois-ci. C'est que je savais à quoi m'attendre et quel état d'esprit adopter. Mais serait-ce suffisant? Question à laquelle j'ai pu répondre seulement en rentrant de Grèce. J'ai donc préparé la moto et les malles, puis l'heure du départ a finalement sonné. Pour cette nouvelle aventure, 2 personnes nous ont rejoints. Arnaud, oui, Arnaud, celui à qui j'ai acheté la 701. Il participera également avec sa nouvelle Husqvarna 501. Puis mon oncle, Thierry, qui renforcera l'assistance avec mon père. Nous avons donc chargé la remorque des 2 motos et de tout le matériel nécessaire. Puis mon père a pris la route accompagné de mon oncle pour une première étape direction Ancône en Italie, pour embarquer à bord d'un ferry destination Patras. Puis ils ont pris la route pour le bivouac du Hellas Rally à Itea. C'est donc après plus de 1500 km de voiture et 24 heures de ferry qu'ils sont arrivés à destination. Voilà, nous sommes en Italie, en Ancona, direction pour Patras, après à peu près environ 24 heures de ferry. Voilà le ferry qui va nous transporter pendant 24 heures jusqu'à Patras. Et ben voilà, nous attendons le bateau pour Patras. Et voici Thierry, mon copilote. Salut les gars, ça va? Et ben voilà, on attend. On part normalement à 13h30 pour 24 heures de traversée jusqu'à Patras. Et on va bien s'éclater, j'espère. Et on a super temps, ce qui est idéal. Et que penses-tu de la traversée Bordeaux-Ancône? À peu près 16 heures de conduite. 16 heures de conduite, les 3 dernières heures étaient un peu difficiles parce qu'on a eu une météo qui n'était pas terrible, de la pluie, on a même eu de la neige, chose difficile à croire au mois de juin. Quant à Arnaud et moi, nous avons fait les vrais pilotes usines et avons voyagé en avion. C'est donc après 2 avions avec une escale à Milan, puis 200 km de voiture, que nous nous sommes tous retrouvés à Itea. Les premiers moments en Grèce furent très compliqués pour moi. Après une grosse intoxication alimentaire, j'ai passé la majorité de la première nuit et de la première journée dans les toilettes. Comme si j'étais pas assez stressé comme ça, il fallait en rajouter. Ça commençait bien. Le lendemain, on a enfin pu découvrir le bivouac qui se situait en plein sur la marina d'Itea, dans un décor somptueux.
s'y mélangeaient toutes les teams avec des structures dignes des plus grands rallyes mondiaux. Il y avait une sacrée différence entre les teams officiels et les petits teams indépendants comme nous. C'était assez impressionnant de voir autant de machines prêtes à prendre le départ. Car oui, il y avait 235 motos, 40 SSV et 11 quads inscrits. Après avoir installé notre paddock, avec Arnaud, nous avons effectué les contrôles techniques et administratifs. Rien de bien extravagant. Installation du Stella Evo, le système de tracking de l'organisation, contrôle des papiers, passage sonomètre et vérification que la moto soit bien conforme à circuler sur route. Mais le Hellas Rally Raid, c'est quoi? C'est un rallye faisant partie des championnats d'Europe FIM, où se mélangent top pilotes et pilotes amateurs comme nous. Il y a 6 catégories au total pour les motos, qui sont définies en fonction de la cylindrée et du nombre de cylindres. La course dure 7 jours, et la navigation se fait exclusivement au roadbook. J'avais fait quelques entraînements avec des roadbooks que j'avais créés moi-même autour de chez moi, mais j'appréhendais pas mal ce type de navigation. Une journée type se compose d'une liaison assez courte pour arriver au départ de la spéciale, puis d'une spéciale assez longue, et pour finir, une liaison nous permettant de rejoindre le bivouac. Cette fois-ci, ce n'est plus une course de régularité, mais une course de vitesse. Le classement est effectué en fonction du temps passé sur chaque spéciale. Le lendemain, la veille du départ, nous avions pas mal de temps libre. Nous avons donc fini de préparer au mieux nos motos et nos affaires, puis est venu le traditionnel briefing, qui a pour but de nous expliquer le déroulé de la course. Nous avons ensuite reçu le roadbook du prologue, que nous avons pu étudier pour avoir le moins de surprises possible. Après une bonne nuit, la première où je n'ai pas été malade, et heureusement, il est enfin venu le temps du départ de la première étape.